Ok, donc je vais assumer que tout le monde a déjà entendu parler de réseaux de neurones et un minimum de transfer learning, sinon ça risque d'être un peu long. Mais bon, n'hésitez pas à poser des questions si je dis des trucs qui n'ont pas de sens, ben, interrompez-moi et puis on prendra le temps d'expliquer. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une startup donc franco-américaine qui s'appelle Hugging Face, qu'elle a un visage pour certains. Euh, et, euh, et donc, c'est une startup qui est vraiment hyper active. Ils sont aujourd'hui 30, ils recrutent pas mal d'ailleurs en ce moment. Si c'est possible que je mette mon CV à jour. Je devrais peut-être pas te dire sur un enregistrement. et, euh, et donc, c'est assez intéressant parce que en fait, ils hostent les modèles donc dans le domaine de traitement de texte, traitement du langage. Ils hostent les domaines qui viennent tout juste de sortir. La plupart des gros acteurs jouent le jeu, Facebook, Google Research et Google AI. Et donc, ils publient leurs modèles sur le site de Hugging Face avec souvent des exemples de code sur comment l'utiliser. Et donc, ils ont leur créneau, c'est de dire, ben, on fait une interface unique et vous avez juste à changer le nom du modèle et hop, vous pouvez tester les modèles comme ça en changeant une ou deux lignes de code. Et ça marche pas mal. Donc, voici leur nouveau site web qu'ils ont mis à jour il y a quelques jours et qui continue de mettre à jour en ce moment. Donc, on voit un certain nombre de modèles. Donc pour ceux qui suivent un petit peu, il y a tous les noms un peu connus, GPT, GPT-2 aussi, ils l'ont, il n'est pas là. Roberta, il y a le T5 et Multilingual T5 de Google. C'est un gros modèle et c'est un truc que personne n'aurait pu entraîner de son côté. C'est hyper compliqué. Donc, c'est vachement bien qu'il soit partagé comme ça facilement. Il y a aussi donc leur business model, parce qu'ils commencent, je crois qu'ils commencent juste depuis quelques jours à être cash flow positif, parce qu'ils ont un petit business model où ils hostent tous ces modèles et on peut faire des appels d'API. On peut faire des appels d'API depuis, depuis un environnement de production et c'est hosté chez eux. Et ils garantissent que c'est vraiment codé de manière la plus rapide possible. Et donc là, c'est payant. Mais sinon, on peut aussi le tester à la main sur leur site web. Il y a un certain nombre de modèles qu'on peut tester. Je vais vous le montrer pour se faire une idée. Est-ce que ça fait à peu près ce que je veux ou pas avant de le télécharger et d'écrire un peu de code. Donc, il y a deux grosses librairies qui proposent, qui sont Dataset et Transformer. Donc, je vais passer un peu de temps pour vous les montrer toutes les deux. Ils font quand même un peu de recherche. Donc, il y a quelques papiers qu'on peut lire. Et donc, voilà. Donc, leur site web, il se présente comme ça. Donc, on peut chercher les modèles en haut, là, models, les datasets. Donc, on va commencer par les datasets. Et puis ici, il y a les ressources. C'est pas toujours évident de naviguer dedans parce qu'ils ont aussi une GitHub page. Donc, pendant longtemps, moi, je travaillais que sur la GitHub page et il y avait des trucs que j'avais du mal à retrouver. Donc, il ne faut pas hésiter à venir dans ce truc ressources et c'est là qu'on peut vraiment voir toutes les infos qu'il y a chez eux. Donc, on va aller voir le dataset. Donc là, ils ont fait une classe dataset, ça c'est vraiment pas mal aussi, ça peut vous intéresser même si vous n'utilisez pas le reste de Hugging Face, parce qu'ils donnent accès à des datasets hyper intéressants, notamment par exemple C4, qui est un énorme command crawl, c'est celui qui a été utilisé pour entraîner le T5 justement de Google. Donc il y a Wikipédia aussi, il y a pas mal de Wikitext. Il y a pas mal de datasets classiques qui sont utilisés pour faire les benchmarks. Donc là, ça permet au lieu d'avoir à rechercher sur Internet et à télécharger les fichiers, ben là, on est sûr que tout le monde part vraiment du même dataset. Il y en a certains qui ont été un peu corrigés par rapport à la version qu'on trouve de base sur Internet. Et puis, souvent, il y a une petite description avec chaque dataset, ce qu'il fait. Donc, il y en a beaucoup. Du coup, le défaut, c'est que faut un peu savoir ce qu'on cherche.
juste naviguer comme ça en se disant qu'est-ce que fait tous les datasets, c'est un truc qu'on risque de passer une journée. Donc, ils ont un espèce de dataset viewer où on peut choisir des critères et regarder qu'est-ce qu'on a. Donc là, je me suis amusé à regarder qu'est-ce qu'ils avaient en dataset en français. D'ailleurs, je vous montrerai après dans les modèles, ils ont quelques modèles français. Et donc, dans les datasets en français, ils ont les revues d'Allociné. Donc, si on a le temps, si j'avais assez vite, on pourra faire un jeu à la fin qui consistera à lire des revues et puis à essayer de deviner quel est le film. Quel est le film. Donc, ce n'est pas du tout le but du dataset. Le but du dataset, c'est juste d'avoir une revue et puis un label qui dit la revue, elle est positive ou elle est négative. Mais bon, entre nous, on pourrait faire ce jeu d'essayer de retrouver quel est le film. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais laisser la page ouverte et peut-être qu'on reviendra dessus à la fin. Il y a le titre à chaque fois, j'ai l'impression, c'est de la triche. Non, sur le premier, il y a le titre. J'ai regardé, effectivement, j'ai commencé à jouer avant de... Sur le deuxième, je n'ai pas trouvé. On y reviendra parce que on va peut-être pas commencer direct comme ça. Donc, ils ont un autre mode de recherche. Donc là, c'est ce qui a changé. Ce n'était pas hier et c'est introduit ce matin. Où ils ont fait un vrai search text où on peut chercher à la fois les modèles et les datasets, donc sous forme de Google Search un peu ici, mais aussi avec une recherche guidée avec quels sont le type de tâches qu'on cherche à faire. Est-ce que c'est de la classification de texte? Est-ce que c'est de la traduction? Est-ce que c'est du question answering? Et des tasks aussi particulières. Donc ça, c'est des grandes catégories de tâches. Et après, il y a vraiment les tâches vraiment spécifiques parce que une grande tâche peut se découper en plusieurs sous-tâches. Par exemple, il y a le glue dataset qui est composé de plusieurs sous-tâches. On peut filtrer par les langues, on peut filtrer par le fait que ce soit multilangue ou pas, par la taille et par la licence aussi. Ça peut être important selon l'usage qu'on veut faire du dataset. Alors, je vais vous montrer, on va aller direct sur le notebook. Je vais vous montrer que c'est vraiment facile. Donc, l'installation, déjà, elle est super facile, que ce soit pour dataset ou transformer, c'est un pip install. Transformer, ils ont un conda aussi, maintenant. Mais on peut faire aussi le pip install dans un environnement conda, ça marche aussi. La seule difficulté éventuellement pour transformer, c'est que si on est sur un serveur avec des GPU, il faut installer CUDA et puis après, il y a des histoires de version avec CUDA. Donc, en général, ça se passe bien, notamment si vous faites tout dans un environnement, ça va bien se passer. C'est juste que vous risquez d'avoir plein de versions de CUDA qui existent. Mais moi, j'ai tout réinstallé là juste avant de faire cette démo et j'ai pas eu de problème. Mais ça peut arriver que des fois, ça soit un peu plus compliqué. Donc là, en tout cas, pour ce qui est dataset et transformer, c'est vraiment pip install, il n'y a pas de souci. Donc, l'API, elle est vraiment hyper simple. On importe la classe, on fait load d'un dataset, donc on choisit. Donc, l'interface, il peut y avoir soit un seul nom pour le dataset, soit deux noms si c'est par exemple Glue qui a plusieurs tâches. On va préciser que c'est le dataset Glue et que c'est la tâche question answering ou sentence similarity ou des choses comme ça. On choisit si on veut quelle partie du dataset on veut, un split pour le training, pour la validation. Et puis on peut vérifier donc la taille. Donc là, il y a 550 000 entrées. Là, c'est allé. Alors moi, j'ai une connexion ADSL, donc je pleure un peu à chaque fois que j'importe des datasets et des modèles. Mais l'avantage, c'est qu'après, ils sont cachés sur le disque, donc ça va assez vite. Ensuite, chaque dataset, il a un attribut qui s'appelle Features, qui permet de savoir quel est le type de données qu'il y a dans ce dataset. Et donc là, on voit qu'il y a deux inputs qui sont premise et hypothesis, et un label qui est soit entailment, soit neutral, soit contradiction. Donc ça, c'est la tâche de Natural Language Inference. Donc je vais vous montrer par l'exemple en quoi ça consiste. Donc, on fournit au modèle deux textes et le modèle doit décider est-ce que ces textes sont en contradiction, est-ce qu'il y en a un qui implique l'autre, ou est-ce qu'ils ne sont pas vraiment en contradiction, mais on ne peut pas dire qu'il y en a un qui implique l'autre parce qu'il y en a un qui pourrait être vrai alors que l'autre pourrait être faux. Alors, on va commencer par le cas facile, c'est la contradiction. Donc là, on a
Donc les prémices, ça va être le même dans les 3 exemples que j'ai choisis là. Donc le prémisse, c'est une personne qui est sur un cheval et qui saute au-dessus d'un avion. Et si l'hypothèse, c'est que la personne, elle est dans un restaurant en train de commander une omelette, ben là, clairement, c'est une contradiction. Ça peut pas être, la même personne, elle ne peut pas faire les 2 choses en même temps. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, l'entailment, ça veut dire que, en gros, ce que je dis dans l'hypothèse, il est vrai. Il ne peut pas être faux si on a le prémisse qui est donné là. Donc entailment, c'est implication, je pense, en français. Et donc, là, si je dis que là, il y a une personne qui est dehors et qu'elle est sur un cheval, ben, avec le prémisse que j'ai là, c'est difficilement faux parce que la personne, elle est sur un cheval, c'est décrit. Et puis, elle est en train de sauter au-dessus d'un avion cassé. Donc, il y a peu de chances que l'avion cassé soit dans une maison. Ah, Donc, que de ça. et donc, en fait, j'ai pris exprès cet exemple de Anneli parce que il est à la fois très puissant parce qu'il oblige le modèle à essayer de comprendre un peu, enfin d'être capable de comprendre un peu. Quand je dis comprendre, c'est pas vraiment comprendre, mais en tout cas de trouver des features qui permettent de détecter un certain nombre de choses qui ressemblent pas mal à du common sense. Et ça fait des résultats qui sont assez intéressants. Mais il faut faire attention, il ne faut pas voir ça comme dire je prends 2 phrases et est-ce que ces 2 phrases sont similaires? Parce que si on regarde le neutral ici, eh bien, on a une phrase qui dit que la personne est sur un cheval en train de sauter au-dessus d'un avion et une phrase qui dit qu'elle est sur un cheval en train de s'entraîner pour une compétition. Donc on pourrait dire oui, ça colle à peu près, mais en fait non. L'hypothèse là, elle peut être tout à fait fausse avec le prémisse. Le prémisse, ça peut être. Il faut savoir que ce dataset, en fait, il a été construit en regardant des images. Donc les prémices, c'est une image, la description d'une image, et on présente des hypothèses et les mechanical turkers, ils choisissent est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est neutral, contradiction and entailment. Et donc, le fait que si dans l'image, par exemple, c'est un soldat qui saute au-dessus d'un avion parce que c'est une scène de guerre, ben forcément, l'hypothèse, elle est fausse, quoi. C'est pas quelqu'un qui est en train d'entraîner son cheval pour une compétition. Donc, c'est un dataset qui est un petit peu subtil quand on s'en sert. Il faut vraiment faire attention à ça. Et en plus, comme c'est des mechanical turkers qui ont fait ça, il y a aussi des fois quelques labels qui peuvent être discutables quoi, dans les données. Celui-là, donc SNLI, c'est celui de Stanford. Il y en a quelques autres qui existent. Et notamment, il y en a un qui s'appelle ISNLI qui a des phrases en plus qui expliquent pourquoi c'est faux ou pourquoi c'est vrai, qui donnent des détails sur l'hypothèse. Il est un peu plus intéressant. Alors, donc ça, c'est très bien. Donc, on a du texte et on va le donner à manger à un réseau de neurones. Mais un réseau de neurones, il ne sait pas lire du texte, en fait. Il faut transformer ça en nombre parce que c'est, après tout, que des opérations matricielles. Donc, on ne peut que lui donner des nombres à manger. Et donc, il faut passer par une classe qui s'appelle tokenizer pour pouvoir donner ça. D'ailleurs, là, j'ai fait vraiment un tout petit notebook. Genre, je fais une petite parenthèse pour vous montrer. Eux, ils ont fait un vraiment meilleur boulot de décrire vraiment en détail tout ce que fait le dataset. Et donc, je vous invite sur leur site web, vous trouvez facilement le lien vers un petit notebook où ils montrent un peu en détail tout ce qu'ils font avec les datasets et notamment ils montrent aussi comment on peut s'en servir pour entraîner un modèle. Et donc la première étape, c'est de transformer le texte en quelque chose que peut digérer le réseau de neurones. Et donc on passe par la classe tokenizer. Et ce que ça fait, tokenizer, c'est que ça prend notre séquence de caractères et ça la transforme en une séquence de nombres. Alors, il y a plusieurs tokenizers. Il y a un tokenizer par modèle, en général un tokenizer pour plusieurs modèles, mais en tout cas, chaque modèle a été entraîné par un tokenizer donné. Donc, quand on veut donner de nouveaux textes à un modèle donné, il faut bien s'assurer d'utiliser le même tokenizer que celui qui a été utilisé pour l'entraîner.
Et donc là, l'exemple qu'on peut voir, qu'est-ce que je fais ici? Je prends mes deux hypothèses, enfin mes deux textes de mon dataset qui sont prémices et hypothesis. Je donne les deux à mon tokenizer et il me génère un vecteur. Donc dans ce vecteur, il y a un certain nombre de tokens particuliers qui sont, pour celui-là, c'est 101 et 102, qui sont le token CLS et le token CEP. Donc ça, c'est intéressant parce que alors CLS, souvent, ça va être utilisé quand on fait de la classification de texte. C'est dans ce token-là qu'on va avoir des embeddings qui vont un peu représenter le sens complet de la phrase. Parce qu'en gros, chaque token va avoir son propre embedding. Donc, chaque mot est projeté dans l'espace. Mais on a aussi, dans CLS, on va avoir une espèce de vecteur qui va représenter le sens de toute la phrase. Et ça ne va pas être en général juste une moyenne des mots. Il y a tout un mécanisme d'attention qui fait que le vecteur il va être plus ou moins influencé par certains mots et par l'ordre des mots. Le deuxième token, donc dans ce cadre-là, le CLS, il n'est pas tellement important. Le token le plus important pour cette tâche-là de NLI qui utilise deux textes, c'est le token de séparation. C'est pour bien montrer au modèle qu'il y a un texte avant le séparateur, il y a un texte après le séparateur, et tout son travail, ça va être de comparer ce qui se passe avant le séparateur et après le séparateur pour pouvoir décider. Ensuite, chaque nombre ici, selon le tokenizer, ça peut être une lettre, ça peut être un ensemble de lettres, ça peut être un mot, ça peut être plusieurs mots. Ici, concrètement, j'ai regardé vite fait, et en gros, c'est des mots pour ce modèle-là. C'est principalement des mots. Donc, chaque nombre ici représente un mot parce que c'est des mots très communs dans l'exemple qu'on a choisi, la personne, horse, James, tout ça, c'est des mots qu'on va croiser partout. Et puis les vocabulaires, comme les modèles ont pas mal évolué, les cartes graphiques, les vocabulaires peuvent être assez gros maintenant. Par contre, ça gère quand même si on met des mots inconnus. Je me suis amusé donc à taper n'importe quoi ici. Et on peut voir que donc là, il y a le token CLS, là, il y a not word. Et à partir de ici, ça va être une suite de nombres qui représentent la suite de caractères que j'ai mis là. Donc, il y a moins de nombres que de lettres. Donc, ce n'est pas chaque lettre individuellement. Des fois, il va prendre des lettres ensemble. Par exemple, UN, je suis à peu près sûr que c'est un token particulier. Ref, il y a des chances aussi que ce soit un token particulier. Et donc, il est capable de générer un vecteur, même si on lui donne des mots inconnus. Il y a certains tokenizers qui vont gérer les mots inconnus avec un token unique qui va dire unknown. Et ça, c'est pas optimal. Donc maintenant, la plupart des tokenizers, ils gèrent assez bien, enfin, en tout cas sur les modèles évolués, ils gèrent assez bien ces cas-là. Après, si je veux entraîner mon modèle à faire quelque chose d'important sur ce mot-là, il va falloir que je fasse une étape d'entraînement pour lui apprendre à donner un vecteur qui a un sens pour cette séquence-là de mots. Ensuite, donc comme je le disais, il y a les tokenizers, il y en a, chaque modèle a été entraîné par un tokenizer donné, et donc les résultats ne vont pas être les mêmes. Donc si je prends exactement les mêmes couples de texte et que je le donne à un autre tokenizer, je vais avoir des tokens complètement différents. Et même les fameux tokens que j'appelais CLS et CEP, ici chez Facebook, c'est le token 0 pour un début de phrase et le token 2 pour les séparateurs. Donc c'est un peu comme du XML ici, c'est représenté avec le tag S et /S. Et donc pour la tâche NLI, chez Facebook, le séparateur, c'est 2 fois /S, token de 2. Donc ce n'est pas très important, mais il faut juste savoir qu'il faut bien utiliser le tokenizer qui correspond au modèle. Et je montrerai dans le code que c'est facile de faire ça, il suffit juste de faire une fonction qui charge les deux en même temps. Je vois qu'il y a donc un BART, un BERT, il y a plein de trucs déjà, disons. Ah chez Hugging Face, tous les modèles qui sortent, en gros, quand un modèle est annoncé dans Archive, aujourd'hui, en tout cas depuis un an, dans les 2 semaines, il est dispo chez Hugging Face. Donc c'est vraiment. Et donc c'est pour ça que je fais ça. Il est en train de mettre.
Alors, il y a les deux cas. Il y a les deux cas de figure. Au début, c'est eux qui ils recodaient. En fait, ils prenaient le papier et puis ils recodaient le modèle. Mais maintenant qu'ils ont gagné en notoriété, notamment, comme je le disais, Facebook et Google AI, ils jouent le jeu et ils publient eux-mêmes, ils uploadent eux-mêmes leur modèle entraîné avec plusieurs versions, une version base, large XL, des versions fine-tuned aussi, fine-tuned pour du NLI, fine-tuned pour du sentiment analysis. Et donc justement, on va enchaîner du coup sur les modèles. Je vais cliquer là. Donc sur la classe Transformers et les modèles. Donc le côté négatif de cette, du fait qu'ils suivent le state of the art, c'est qu'on a un nombre de modèles qui est hyper grand. Là, je ne sais même pas si j'ai toute la liste, là, mais ce que je suis en train de scroller à gauche, c'est tous les modèles, on va dire, connus. Donc, je vais en profiter, tiens, vous montrer les Français. Il y a Barthez, qui est assez récent, là, qui sort de l'École Polytechnique. Dans les Français, il y a Camembert aussi, vous en entendez pas en parler, et Flaubert. Donc, je crois que Flaubert, c'est Inria et Camembert, c'est... je ne sais plus. Je ne sais pas si je clique dessus. Voilà, je ne vais pas trouver. Bon, c'est pas grave. Et donc c'est assez intéressant de tous les modèles qui sortent sont rapidement disponibles ici et vous allez voir qu'on peut les tester vraiment hyper facilement. Donc la librairie Transformer, comme j'ai dit, elle s'installe facilement avec un pip install. Il faut juste choisir si on fait du PyTorch ou du TensorFlow. Parce qu'en gros, chaque modèle va avoir une classe pour faire du PyTorch et une classe pour faire du TensorFlow. Ils n'ont pas réussi encore à avoir un seul mode de fonctionnement. Et l'avantage, c'est que... Petite pause, donc toi qui as maintenant de l'expérience, ça vaut pas le coup de... Enfin, si on n'a jamais fait de TensorFlow, autant rester sur PyTorch. Il n'y a pas d'intérêt à... C'est plus simple, oui. Aujourd'hui, oui. TensorFlow, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà un environnement de production bien peaufiné et ça marche bien. Donc, en gros, les gens de chez Google, ils sont encore très TensorFlow, mais le plus simple, si on n'a jamais fait, le plus simple, c'est de partir sur PyTorch, je trouve, aujourd'hui. Après, quand j'avais essayé TensorFlow, c'était il y a longtemps maintenant, ils ont sûrement simplifié un peu les choses maintenant, mais au début, c'était un peu compliqué. Donc, on retourne sur le code. Donc, il y a deux manières d'utiliser les modèles. Il y a les modèles de manière complètement intégrée avec des pipelines. Donc, en gros, une pipeline, c'est de dire, je veux faire une tâche particulière et je dis juste, voilà, je crée une pipeline pour cette tâche, je donne du texte et j'ai le résultat. Donc, on va faire l'exemple ici avec du fill mask. Donc, je vais mettre un masque sur un mot et c'est au modèle d'essayer de trouver quel est le mot. Donc là, il se trouve que le masque, je l'ai mis à la fin de la phrase, mais j'aurais pu le mettre n'importe où. Donc, on va faire un jeu. Qui est-ce qui changerait le masque là? Qui est-ce qui compléterait la phrase Bell Labs is the most well-known for its invention of the... Alors, Ludo, tu vas pas dire que c'est le bruit de l'univers? Transistor, c'est pas mal. Alors, j'ai entendu un transistor, donc c'est bon, je peux enfin faire entrer. C'est grâce aux parce que sinon il y avait Unix qui était pas mal aussi. Et donc là, ça charge le modèle. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu long d'ailleurs, c'est vraiment étonnamment long d'ailleurs, je trouve ça bizarre, mais bon. Ça charge le modèle. Donc si vous l'avez jamais utilisé, ça va le télécharger d'abord. Donc ça, si vous êtes en ADSL, ça va être vraiment long. Sinon, il va être dans le cache. Et puis voilà, ça crache le résultat. Donc c'est vraiment en 2 lignes de code. On crée une pipeline avec une tâche. Je vais vous donner la liste des tâches. Marcus avait raison. Ils ont inventé Internet. Voilà, c'est la preuve. Oui, et ils ont inventé l'iPhone aussi. Donc ça, c'est pas... notamment tous les modèles génératifs, ils ont tous ce problème-là de ce qu'on appelle halluciner. Donc souvent, les premiers résultats sont assez fiables, mais après, ça peut tomber sur des trucs complètement halluciné, complètement faux.
Donc, dans les pipelines, il y a… Les labs, c'est des réponses pas si débiles. Oui, ce n'est pas complètement débile, mais ça reste faux. Oui. Donc, la liste des pipelines possibles, elle est là. Donc, il y a vraiment pas mal de trucs qu'on peut déjà tester, notamment, par exemple, pour faire de la summarization. J'ai un autre exemple, tiens, je vais vous le montrer. Je crois que je l'ai ouvert ici. Donc, c'est pareil, en 3 lignes de code, on peut vite tester comment un certain modèle fait des résumés. Donc, hop, une ligne de code pour dire je donne mon texte, une ligne de code pour créer la pipeline, hop, j'appelle le summarizer et ça me donne un résultat. Et donc c'est vraiment hyper… c'était le but un peu de cette présentation, c'était de vous montrer que vraiment, quand on veut tester des trucs, en quelques lignes de code, on peut tester un nouveau modèle qui est sorti il y a moins de 3 semaines. Ils ont même un autre moyen sur leur site web. Il y a certains modèles qui ont ce qu'ils appellent une modèle card. Donc, ils ont tous normalement une modèle card qui est une description minimale de ce que fait le modèle ou comment il a été entraîné. Et ils ont en plus certains une API hostée. Donc, on peut jouer directement avec le modèle sur leur site web. Et là, c'est un modèle qui est sorti là juste avant Noël, qui est sur de l'interprétation de tables. Donc, on lui donne un data frame et puis on pose une question et le modèle, il va trouver la cellule qui répond à la question, voire il va aussi agréger des cellules. Si jamais on dit, s'il y a plusieurs cellules, une colonne par exemple qui parle de durée et que ma question, elle regroupe plusieurs lignes, ben, ça va me sommer toutes les durées pour me donner la réponse agrégée. C'est un modèle assez marrant. J'ai vu leur démo, je trouvais ça un peu bluffant et je me suis dit, ça m'étonnerait que ça marche quand même avec tout. Donc, j'ai pris un use case sur lequel je travaille en ce moment, sur les contrats. Et j'ai pris un vieux contrat de Alu parce que, comme ça part sur le web, je ne veux quand même pas trop mettre de données sensitives ailleurs. Donc, j'ai pris un vieux contrat d'Alcatel-Lucent. J'ai rentré des catégories. Donc, c'est une table un peu particulière avec… j'ai 2 types de services, soit la résolution de problèmes, soit une question, une technical query. Ensuite, j'ai des trucs majeurs ou médium ou mineurs. Je n'ai pas tout mis parce que ça, je l'ai rentré à la main. Et puis après, j'ai les actions, donc une initial response, un workaround et une correction finale. Et puis les temps que garantit c'est Alcatel-Lucent à l'époque. Donc ça, c'est le genre de table qui sont intéressantes parce qu'il y a plusieurs niveaux il y a des catégories qui sont présentes à plusieurs lignes et tout ça. Donc, je pose la question, pour une major fault, combien de temps a Alu pour faire un workaround? Et le modèle, j'étais assez surpris de voir que le modèle, finalement, ça ne lui pose pas de problème, que je n'ai pas spécifié exactement major fault prio 1, que j'ai dit juste major fault, que il gère en fait, comme font tous ces modèles-là, il gère la sémantique. Si je trouve un mot qui est sémantiquement proche, ben, ça va quand même marcher. Et donc, ça me trouve bien 3 working days, qui est la cellule qui correspond à major fault, workaround. Là, je n'ai pas eu besoin de préciser trouble resolution. Donc, on peut jouer facilement avec leurs modèles, qui sont hostés comme ça. Ils ne sont pas tous hostés comme ça, mais il y en a un certain nombre qui le sont. Et donc, avant même de commencer à faire du code, on peut aller sur leur site web et puis tester nous-mêmes avec nos propres données, voir si ça fait des trucs qui marchent ou qui ne marchent pas. Donc, ça, je trouvais que c'était pas mal. J'ai une question. Là, du coup, ouais. On voit toute la donnée que tu as. Tout le tableau, il est contenu à droite, là? Ouais, en fait, donc, là, tu vois, je peux rajouter des colonnes. D'accord. Ou rajouter des lignes, et c'est moi qui le rentre à la main. Ah, d'accord. Donc, tu rentres à la main le truc, il n'y a pas… Ouais. Là, je l'ai fait, donc il n'y a pas tout le tableau. Quoi. Dans tout le data, à l'inférence, il n'y a que 5 lignes, et il regarde dans ces 5 lignes. C'est ça. Mais alors, ça, c'était le premier test que j'ai fait quand je voulais voir si ça marchait sur d'autres données, parce que leurs exemples, comme souvent, c'est des exemples un peu construits, et puis on se dit, ouais, mais bon, c'est bien joli, mais ça ne marche pas avec des vraies données, quoi. Donc, je me suis dit, je voulais tester avec des vraies données. La table normale, elle est évidemment beaucoup plus grosse. Donc, après, on a importé le modèle, et puis on a commencé à jouer avec des vrais data frames plus gros. Donc, ça continue à marcher, hein, je confirme. Et ça, c'était juste pour dire qu'en quelques secondes, je peux me faire une idée de est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, en construisant moi-même les données. Donc là, c'est un cas particulier avec des tables. Souvent, normalement, c'est que du texte. Et on rentre 1 ou 2 textes.
Par exemple, pour le question answering, on peut rentrer un contexte, qui est tout un paragraphe, et puis une question, et puis on regarde si ça nous répond bien à la question ou pas. D'accord. Et Ça, les c'est API, à chaque fois, c'est à la main. Et j'imagine que c'est les trucs payants, c'est quand tu peux faire ça. programmatiquement, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que ce soit hosté chez eux. Mais par contre, gratuitement, tu peux faire programmatiquement en téléchargeant le modèle chez toi. D'accord. Donc ça, c'est ce que je vais montrer juste après. On va retourner dans le... on va retourner, donc là, je vais faire retourner ma pipeline parce que je voulais. Dans l'autre exemple, donc si je veux... ah oui, ainsi, il y a un autre truc sympa. C'est justement un moyen de contourner. Pourquoi je vous ai montré le NLI? Parce que le NLI, il peut servir à faire de la zero-shot classification. Et donc ça, c'est un use case qui est assez commun. Je vais cliquer dessus parce que je ne sais pas si je l'ai déjà ouvert. Qui est, j'ai des textes et je veux le catégoriser. Est-ce que ce texte, il parle, donc le cas classique, c'est est-ce que ça parle de politique, est-ce que ça parle de sport, est-ce que ça parle de... Et donc souvent, il y a des modèles qui sont entraînés pour ça. Mais là, en fait, ce qu'on peut prendre, les modèles qui sont entraînés avec beaucoup de données, on peut les prendre tels quels et les transformer en modèles qui vont nous classifier du texte. Et donc là, typiquement avec la pipeline Zero Shot Classification, je pose une question, enfin je rentre un texte, pardon, ce n'est pas forcément une question, je rentre un texte qui parle de quelque chose, et puis je donne une liste de labels possibles. Est-ce que c'est un texte qui parle de politique, de santé publique ou d'économie? Et je donne ça au modèle, et le modèle va me donner des probabilités que ce soit un label plutôt qu'un autre. Il y a juste un autre point, c'est qu'il gère le multiclass aussi. Par défaut, c'est à false. Donc ça, ici, la somme va être à 1. Si un texte peut appartenir à plusieurs classes, ben, la somme va pouvoir dépasser 1. C'est-à-dire que ça peut être fortement, il y a fortement de chances que ce soit politique et il y a aussi fortement de chances que ce soit économique, par exemple. Et donc, les deux scores vont être élevés. Là, par défaut, on n'a pas mis le paramètre, donc la somme des 3 fait 1, donc c'est forcément politique. Alors, comment ils font ça? Eh bien, je vous montre justement, quand on ne veut pas utiliser la pipeline et qu'on veut avoir un peu plus de contrôle, ben, je vais vous montrer comment on fait exactement la même chose, mais en ayant un petit peu plus de contrôle. Donc, juste une petite cellule sur la gestion des GPU, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste faire attention. Donc déjà, dans Torch, il y a la commande CUDA is available qui va nous dire si le programme Python il arrive à voir les devices CUDA ou pas. Et donc, si c'est vrai, ben là, on peut choisir de dire soit on dit CUDA tout court, et c'est lui qui gère sur quelle carte il va. Moi, comme le serveur, potentiellement, on est plusieurs à s'en servir, ben, je préfère être sûr et dire, quand on travaille avec quelqu'un, je dis, ben, moi, je travaille sur le GPU 0, toi sur le 1, parce que sinon, on se retrouve avec des out of memory sans comprendre pourquoi. Donc, là, moi, je spécifie sur quelle carte je veux que ça se lance. Et le deuxième point qui n'est pas forcément évident, c'est qu'il faut lui dire que si on utilise CUDA, il faut lui dire que tous les tensors qu'on va créer, il faut que ce soit des CUDA tensors. C'est un petit peu chiant quand on fait du GPU, c'est que la gestion de la mémoire, elle n'est plus aussi automatique. Et les objets tensors qu'on va manipuler, il faut lui dire s'il faut qu'ils soient créés dans la mémoire normale de la machine ou dans la mémoire de la carte. Et si on ne lui dit pas ça, bah, il va dire bah, ton tensor, je ne le vois pas, et ça plante. Récemment, mais d'accord, je note. Dernier petit point, parce que moi, le serveur, par exemple, je l'ai rapatrié chez moi parce que c'était plus simple pour moi. Et du coup, je le fais se mettre en veille quand je ne m'en sers pas. Et j'ai remarqué que quand il se réveille de la veille, souvent, notamment avec les notebooks, le CUDA ne marche plus. C'est-à-dire qu'il marchait très bien, on met le serveur en veille, on le réveille, il ne marche plus. Et donc, pour ça, il y a juste dans sleep.d, on peut faire un script qui regarde si on est en train de se réveiller. Et si on est en train de se réveiller, on lance ces deux commandes qui redémarrent les drivers NVIDIA et ça remarche. Ça, je suis content de l'avoir mis ici dans le notebook parce que comme ça, je le retrouverai plutôt que d'avoir à faire des recherches Google à chaque fois. Alors, chaque modèle, on va continuer sur la presse, chaque modèle, il a ses propres classes pour les tâches qu'il peut faire et pour le tokenizer.
Mais ils ont créé ce qu'ils appellent le automodèle, qui va automatiquement trouver la bonne classe en fonction du nom du modèle qu'on charge. Et pour être sûr... Excuse-moi de te couper, Gérard, je me permets juste Ouais. une toute petite remarque. Je déconseille de mettre un sudo dans un fichier comme etc pm slipd parce que normalement sudo va demander un mot de passe. Il y a de fortes chances que oui, c'est vrai. Il n'y est pas dedans en fait. ouais, En fait, si tu regardes comment j'ai formulé, voici les commandes pour le réveiller, pour le resetter CUDA. Et après, je dis, ça peut être automatisé dans un slip.d. Voilà, mais effectivement, dans le slip.d, on ne va pas mettre sudo. Il ne faut surtout pas le mettre parce que c'est déjà lancé par route. Et en plus, si tu mets sudo, il va demander de passer. Voilà. Oui, très bon point. Donc, ces histoires de classe. Donc, pour être sûr que le modèle il est bien utilisé avec le tokenizer par lequel il a été entraîné, moi, j'ai fait une petite fonction load model qui va renvoyer à la fois le tokenizer et le modèle à chaque fois. Donc, je donne un nom de modèle et je charge à la fois le tokenizer et le modèle. Sinon, ça fait 2 lignes de code, mais là, ça permet d'être sûr qu'on a toujours, qu'on utilise toujours le bon tokenizer pour le bon modèle. Donc là, je vais prendre un exemple sur un gros modèle. Donc, BART large, il doit faire dans les 3-4 gigas. Donc, je le charge. Ici, on a un warning. Alors, c'est intéressant. Je vais quand même, moi, si j'ai un peu le temps, je vais en parler rapidement. Donc là, il m'informe que, en gros, la dernière couche du modèle, elle n'est pas la même que quand il a été sauvé par Facebook. Et donc ça, c'est en général ce qui se passe quand le modèle a été entraîné sur une tâche et qu'on le charge pour une classe qui n'est pas exactement la même tâche. Et là, typiquement, ma classe, c'est Sequence Classification. Et lui, il avait été fine-tuné sur du multilingual NLI. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, là, il détecte qu'il y a une différence. Et donc, il conseille, si on lit un peu le texte, il va dire bah, ce serait bien de faire un peu de fine-tuning sur cette tâche de sequence classification pour fine-tuner les poids. Mais en fait, c'est assez souvent, c'est même pas nécessaire. En fait. Là, je vais utiliser le modèle tel quel, je ne vais pas refaire de fine-tuning supplémentaire et ça va donner des résultats qui sont pas trop mal. Alors, ensuite, là, j'ai un peu de code. Je ne vais pas rentrer en détail. Ce que j'appelle Compute NLI, c'est ce que fait le Zero Shot Classification. Donc, le Zero Shot Classification, comment ça marchait? Si je reprends, si je l'ai laissé ouvert. Ouais. Donc, ça prend un texte et une liste de labels. Et ce que ça fait, c'est que ça prend le premier texte comme prémisse du NLI. Donc, ça utilise un modèle qui fait du Natural Language Inference. Ça met comme prémisse le texte en question. Donc là, par exemple, Who are you voting for in 2020? Et comme hypothèse, ça va dire This text is about politics or public health or economics. Donc, il va prendre 3 hypothèses et il va lancer le modèle sur les 3 hypothèses et il va récupérer des scores de est-ce que c'est une contradiction, est-ce que c'est un entailment. Et donc, j'ai le truc qui descend, je suis obligé d'attendre qu'il remonte pour pouvoir cliquer. Et donc, c'est un peu ce qu'ils font. Donc, ici, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère le résultat du modèle, elle jette la probabilité de neutral. Donc, pour le zero shot, ils ne s'en servent pas du tout, de neutral. Et ils regardent le score, est-ce que c'est plus de l'entailment que de la contradiction? Ça fait un softmax là-dessus et ça te renvoie une probabilité que ce texte is about politics ou autre chose. C'est rigolo parce qu'on aurait presque pu penser que contradiction pouvait en fait vous dire que tu parles du truc ou de son antonyme, mais non en fait, c'est ce que tu dis, c'est ça. Ouais, ben si, justement, moi quand j'ai voulu le tester sur d'autres cas qui sont pas juste des trucs classiques de sport et de politics, j'ai eu un peu ce problème-là et donc je suis revenu. C'est pour ça que j'ai ces 3 fonctions et finalement je réutilise les vrais scores de RONLI parce que je regarde. Donc on va faire un exemple avec un truc un peu récent. Donc là, j'ai repris un truc de politics, mais j'ai changé le texte. Et donc, à gauche, c'est le score qui est le ratio entailment par rapport à
à contradiction. Et donc là, on voit que le modèle, par exemple, Facebook, il dit que pour lui, c'est neutre. Il dit que c'est pas, qu'il n'y a pas vraiment entailment, si on respecte les scores de la tâche NLI. Mais pour le zero shot, comme ce qui compare, c'est est-ce que c'est plus entailment qu'en contradiction, ben hop, ils disent oui, à 90%, c'est bon. Donc ça, c'est un peu, selon les tâches qu'on veut faire sur le texte, il faut faire attention à ça. Et des fois, on peut avoir des trucs aberrants avec une contradiction à 0,2, un entailment à 1,5. Donc en gros, normalement, c'est un texte qui est pas lié. Mais on va avoir quand même un super score parce que on est quand même 4 ou 5 fois plus gros que la contradiction. Donc moi finalement, quand dans le projet que j'ai transféré là récemment, je suis revenu sur les vrais scores de entailment et je prends plus cette probabilité-là pour me servir du fait que je suis d'accord qu'il faut prendre ce texte-là. Et éventuellement, si j'ai besoin de détecter une contradiction, je vais aussi regarder la valeur de la contradiction explicitement. Alors là, on va comparer. Je montre juste en quelques lignes de code que tester un autre modèle, c'est super facile. Il suffit de… Donc là, j'ai rajouté un del model. C'est un truc qu'on ne voit pas très souvent en Python. Mais comme je charge sur mes cartes graphiques, mes cartes GPU, elles ont 12 Go. Et mon modèle, il fait… donc, je ne sais pas s'il était chargé là. Voilà, il faisait 4 Go. Donc, si je teste 5 ou 6 modèles, je vais faire péter ma carte graphique, enfin la mémoire de ma carte graphique. Et donc, quand on teste plusieurs modèles comme ça à la suite, ce n'est pas une mauvaise idée de commencer par faire un del modèle pour lui dire c'est bon, il peut décharger le modèle en mémoire. Une forme de garbage collector qui se dit modèle, maintenant ça désigne un autre modèle, donc l'ancien modèle n'est plus utilisable, donc je peux le virer de la mémoire. Ça doit marcher, mais moi je préfère, quand je fais mes tests comme ça, je préfère le forcer. Ok. Mais oui, normalement, Python doit bien faire son garbage collect et doit te le faire. Mais si tu codes un peu n'importe comment, comme je fais là dans ce notebook, tu prends quand même des risques. Donc là, j'ai pris un autre modèle qui est Roberta. Donc le premier, c'était quoi déjà? C'était BART. Là, je teste Roberta et puis SqueezeBERT. SqueezeBERT, c'est un tout petit, c'est un modèle qui peut tourner sur un téléphone. Et on voit que les résultats sont assez différents. Donc, ça vaut le coup quand même sur vos données, quand vous avez des données particulières, de prendre le temps de tester quelques autres modèles un peu similaires. Donc, c'est tous des modèles qui finissent par MNLI, donc ont été fine-tunés sur du multilingual Natural Language Inference. Donc, il y en a, sur leur site, il y a vraiment plein de modèles intéressants, fine-tunés sur des tâches intéressantes. Donc, ça vaut le coup de les tester tous sur vos données à vous. Ça prend 2 lignes de code et on peut voir que les résultats peuvent être assez différents puisque là, Roberta, lui, il est plus partagé sur neutral et entailment. Et SqueezeBERT, lui, il dit c'est vraiment de l'entailment. Mais étonnamment, le ratio entailment contradiction pour SqueezeBERT, il n'est pas plus élevé que chez les autres. Donc, il y a aussi, ça vaut le coup des fois de jeter juste un peu le nez sur les résultats du modèle et pas d'utiliser les pipelines tels quels. Les pipelines, c'est vraiment pour faire un premier proof of concept hyper rapidement. Et après, avec le modèle, pour juste 2 lignes de code en plus, vous pouvez avoir un peu plus la main sur les vrais outputs du modèle et faire d'autres traitements. Du coup, ouais. Il y a peut-être un truc que j'ai raté, mais quand tu utilises le pipeline, c'est un modèle en particulier ou qu'est-ce que ça fait? Alors, très bonne question. En fait, le pipeline, par défaut, comme on lui donne une tâche, il a une liste de modèles qui savent faire cette tâche. Donc, si tu ne le précises pas, il va en prendre un par défaut, celui que la personne qui a écrit la pipeline a choisi comme étant le modèle qu'il faut prendre. Mais tu as la possibilité dans les alors je ne sais plus si ça va être dit là, dans les paramètres du modèle, quand on le lance, donc c'est où le call. Quand on lance, on peut spécifier un modèle en fait. On peut dire je vais utiliser ce modèle-là. Alors évidemment, il faut que le modèle, voilà, quand on fait call, pas celui-là, c'est peut-être pas tous les modèles, mais il y en a où on peut préciser, voilà, parameters modèle.
Donc, on peut lui donner, je vais utiliser tel modèle. Alors, il faut que le modèle il ait été entraîné pour la tâche correspondante quand même. Sinon, il y aura une exception à un moment donné. Mais donc oui, dans pipeline, par défaut, il aura toujours au moins un modèle. La personne qui a créé la pipeline, elle s'est assurée qu'il y a au moins un modèle qui sait le faire. Mais elle peut accepter qu'on lui donne un autre modèle. Ok. En paramètre. Très bonne remarque, j'avais oublié de le dire. Mais du coup, la pipeline, elle est documentée. Enfin, par exemple, là, tu t'es passé d'une tâche. Enfin, ton modèle était entraîné sur une tâche qui n'est pas celle de la pipeline. Et enfin, le fait que tu fasses le ratio, etc., que tu vires un label et tout ça. Ah ben, la pipeline, elle fera toujours le comportement du ratio entailment over contradiction. Ça, Ouais, mais j'aurais pour pas une la autre, main. pour une autre pipeline, enfin, ça, tu l'as vu où? Elle fera autre chose. L'autre pipeline, les pipelines, c'est des tâches qui sont complètement différentes. Je ne sais plus où j'avais ma liste de pipelines. Et donc, il y en a, ça va être pour générer du texte. Il y en a, c'est. Et donc, ça, c'est. Ça, tu n'as pas la main sur ce que D'accord, fait. mais donc chaque pipeline est au moins documenté et après, tu peux le refaire à la main derrière, comme tu viens de nous montrer là, C'est à ça. partir de la documentation de la pipeline. Ouais. Et en fait, c'est même open source, donc tu peux même aller regarder le source de la pipeline et repartir de ce code-là et le modifier. Et après, D'accord, ok. et ça reste hyper simple. Enfin, l'interface Transformer, je la trouve vraiment assez bien foutue. Et c'est vraiment quelques lignes de code pour charger un nouveau modèle et faire des nouveaux tests. La difficulté, c'est bien comprendre ce que va renvoyer le modèle. Quand on lance le modèle, il faut bien connaître, il faut bien explorer quel est son output. Donc ça prend des fois un petit peu de temps. Mais comme souvent, il y a des exemples de code, ça va assez vite. Un autre point, parce que je sais par exemple que pour Fabien, ça peut l'intéresser, et c'était un peu à la base le but de cette présentation, c'était que des fois, en fait, on ne veut pas faire une tâche spécifique, mais on veut nous-mêmes récupérer juste les embeddings de ces textes. Donc, on veut pouvoir donner un texte et récupérer un vecteur pour faire des trucs à notre sauce, donc que ce soit construire un graphe de similarité ou des choses comme ça, ou trouver des centroïdes pour faire du few shot learning. Et donc, dans ce cas-là, pour transformer un texte en un vecteur, il y a une université qui s'appelle UKP Labs qui a fait une librairie qui s'appelle Sentence Transformers. Donc on peut le faire aussi directement avec Hugging Face, mais là, c'est l'avantage de encore réduire le nombre de codes, le nombre de lignes de code. Où en gros, on donne un texte et on récupère un vecteur, c'est ce que fait le modèle. Et donc, on va le lancer ici. Donc, je prends une liste de phrases et puis je vais construire la matrice de similarité entre ces 4 phrases. Faut savoir que, par exemple, en termes de temps d'exécution, tant que j'ai 10 000 ou moins de 10 000 phrases, je peux le faire facilement. Ça va prendre quelques secondes maximum. Par contre, après, c'est du n carré. Donc, si vraiment on commence à aller dans les 100 000 et tout ça, il faut plus avoir des approches avec du locality sensitive hashing pour pas faire tous les calculs de toutes les similarités. Mais là, il y en a 4, donc ça va assez vite. Donc, on voit que c'est vraiment 3 lignes de code aussi. Hein. J'importe la classe Sentence Transformers. Je choisis quel est le modèle. Donc là, c'est plus restreint. Il n'y en a pas tant que ça, des modèles qui font de transformer des syntaxes. Donc, ça s'appelle syntaxe, mais ça peut être un paragraphe. Hein. Ça peut être plusieurs phrases. Ça peut peut-être pas être un bouquin. Ça ne marchera pas si vous donnez un bouquin complet. Mais tant que vous restez de l'ordre de la taille du paragraphe ou d'une page, on va dire, d'une page d'écran, ça marche pas trop mal. Donc ça vous fait un vecteur, et puis après ce vecteur, vous pouvez l'utiliser pour faire de la cosine similarity et calculer les distances entre vos textes. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que les deux premiers, donc évidemment la diagonale, ça doit être 1, c'est pas toujours exactement 1, c'est un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Et puis après, c'est les distances, donc la distance entre le premier et le deuxième et tout ça. Donc on voit que par exemple la dernière phrase, elle n'a rien à voir avec les autres. C'est celle qui chope le plus mauvais score à chaque fois. Et les autres, on voit que ça parle de présentation. Il y en a les deux premières, on voit que c'est pas qu'on est content. Et donc ça donne des scores. Donc on ne peut pas forcément interpréter comme ça, mais si votre but c'est de fabriquer un graphe avec des nearest neighbors,
ça marche pas trop mal. Ouais, je me suis attendu à ce qu'au niveau sentiment analysis, la première serait, enfin, que 2 et 3 seraient ensemble et que 1 serait légèrement différent. Ouais, alors effectivement, si tu veux faire du sentiment, je conseille pas d'utiliser la cosine en fait entre les textes. Ça, c'est un truc pour lequel il y a eu beaucoup de modèles entraînés. Donc, ça vaut plus le coup d'utiliser le modèle de text classification et de dire. J'ai fait effectivement un peu exprès de faire des phrases où, pour moi, finalement, quelque part, je voulais que 2 et 3 soient plus près que entre eux, qu'avec 1. Et c'est pas vraiment ce qu'on voit. Pour montrer que ça aussi, c'est limitation de faire de la cosine entre des textes. Et donc, si tu voulais vraiment, effectivement, avoir la notion de sentiment, là, vaut mieux utiliser un modèle où tu lui demandes de détecter les sentiments positifs, négatifs, et ça marche mieux. Ok. Donc, c'est parfait. Je laisse 5 minutes pour quelques questions. Je ne vais pas tout à fait tout présenter ce que je voulais, mais j'ai un peu oublié. La doc de Transformer, donc pour naviguer dans les docs, comme je le disais, ils ont une page GitHub, et puis ils ont la page du site ici. Donc, on va dans Ressources, et puis on dit, je vais aller voir la doc de Transformer. Et là, il y a pas mal de trucs. Ça vaut le coup à chaque fois d'aller lire leurs quick tours. Ils sont vraiment bien écrits. Je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Et honnêtement, pour faire cette présentation, je me suis dit, pour une fois, je vais tout lire. Et c'est vraiment bien, en fait. Ils expliquent bien, comment se servir des choses et comment ça marche. Donc, voilà, j'espère que je vous ai convaincu que c'était vraiment facile maintenant de faire du deep learning sur du texte. Et y compris à utiliser les derniers modèles qui existent. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, c'est quoi l'intérêt de passer par leur API? Ça va plus vite? Ils hostent les modèles. C'est la manière facile d'aller télécharger les modèles et de les faire tourner. Et en termes de performance, du coup, c'est. Tu parles de leur Inference API, c'est ouais, ça? Ouais, J'avais pas compris. C'est une bonne question. Je pense que pour les gens qui veulent pas se faire chier à avoir un serveur avec des GPU, c'est quand même un gros bonus. Parce qu'en termes de rapidité, c'est vraiment imbattable. Ils sont vraiment bien équipés. Et en plus, ils ont vraiment une équipe de développeurs qui peut vraiment fine-tuner du code pour que ça tourne vraiment au max de ce que ça peut tourner. Sur les tokenizers, tu disais là que tu voulais pas filer des données. Moi, par exemple, sur les comptes, là, le transfert que j'ai fait, c'est sur des contrats avec des clients. Donc ça, c'est hors de question que ça parte dans une Inference API. Donc nous, on va télécharger le modèle et on fera tout tourner chez nous en local. C'est sûr. Donc dans les API, ils garantissent pas du tout la privacy ou quoi que ce soit des données. Si, sûrement. Ouais, sûrement, okay. mais après, nous dans une grosse boîte comme Nokia, pour faire des trucs comme ça va impliquer d'avoir des équipes d'avocats qui c'est un cauchemar de valider, d'autoriser ça, même si ils garantissent que. Donc, c'est beaucoup plus simple de tout faire tourner en local. Par contre, il faut quand même effectivement vérifier et notamment, on le voit sur leur page, où est-ce qu'elle était? Ils ont une page, pas mal, j'ai oublié de la montrer. Voilà, c'est cette page-là où on cherche un peu tout, à la fois les modèles et les datasets. Et il y a la license, donc il faut quand même vérifier les licenses. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un modèle ou avec un dataset? Ça, c'était le petit point. Donc cette page-là, elle est toute nouvelle là, et elle est pas mal. Hein. C'est vraiment, tu peux soit chercher ici sur des métadonnées précises, quel type de tâche, quel type de sous-tâche, soit chercher des mots-clés et puis il va te trouver tous les modèles, par exemple en NLI, tous les modèles qui font ça. Et puis si je tape entrée, je vais avoir vraiment la liste plus grande. Une question, est-ce que du coup tu utilises toujours Spacy parce que ça fait des trucs qu'il n'y a pas là-dedans, ou est-ce que du coup tu as arrêté? Alors moi personnellement, je ne m'en sers pas, mais dans ce qu'on a transféré
pour les contrats, je travaillais avec Johan et Johan, pour certaines tâches, il utilisait plus la notion de tagging et de phrases pour reconnaître le verbe, le complément. Et il y a des modèles qui font ça très bien, mais là, pour le coup, il avait déjà commencé à utiliser Spacy et c'est plus simple d'utiliser Spacy. Et Spacy, ils vont un peu dans cette direction-là aussi. C'est-à-dire que dans Spacy, maintenant, tu peux aussi charger des modèles de deep learning comme cela et les utiliser pour faire des tâches en gardant l'API Spacy. C'est vrai qu'avant, Donc, c'était voir tout qui était utilisé. Donc là, voilà. Maintenant ils peuvent, dans Spacy, tu peux te charger un modèle comme ça et lui faire faire du name entity recognition ou de la co-reference resolution, ça marche bien. Mais personnellement, je trouve ça, enfin, moi personnellement, j'utilise directement cette API-là plutôt que Spacy qui rajoute une surcouche avec des fonctionnalités dont moi je ne me sers pas. Mais ça reste une bonne librairie Spacy, effectivement. Est-ce qu'il y a des Voilà. outils de visualisation de texte pour voir quand il fait des erreurs ou des trucs comme ça pour essayer un peu mieux comprendre Alors, je ne sais pas si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Essayer de voir où est-ce que le poids de l'attention a été mis, par exemple, sur une phrase pour Ouais, ou prendre une même décision. quand il te prédit des trucs qui sont complètement faux, pour avoir une évaluation. Parce que là, comment tu évalues en fait tes modèles sur un dataset? Alors, j'ai deux étapes. La première, c'est moi à la main, je vais prendre quelques exemples que je soupçonne être des exemples compliqués et je vais les lancer et voir. Je vais me faire une première idée un peu comme ça à la main. Et après, dans les transferts qu'on fait avec des BU, derrière, on leur demande de nous valider des résultats. Donc, on récupère des fichiers avec des experts qui vont nous dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et ça, on les garde comme des ground truths. Et ça nous permet après, quand on veut tester un nouveau modèle, de vérifier rapidement est-ce que ça fait mieux ou moins bien. D'accord, et tout ça, c'est fait à la main. Il n'y a pas d'outil qui permettrait de faire des trucs plus. Alors, si, ils ont tout un modèle, j'en ai pas du tout parlé, ils ont tout un truc qui s'appelle Train. Ils ont tout un truc aussi sur l'optimisation quand tu veux faire du fine-tuning pour trouver de la hyperparameter search et tout ça, ils ont tout ça. Mais sur la validation, non, j'ai pas vu qu'ils aient intégré, en tout cas, notamment le fait d'aller explorer pourquoi un modèle fait des fautes. Ça, je l'ai pas vu dans Hugging Face. Des trucs qui existent pour aller essayer d'analyser quels sont les poids qui ont été mis sur les mots pour prendre telle décision. Mais c'est pas intégré chez eux. D'accord. Ils sont en train de recruter là, grandement depuis 6 mois. Et donc, c'est des pistes qu'ils peuvent explorer. Hein. Ils sont assez ouverts si on les contacte et qu'on leur dit tiens, c'est dommage que vous ne fassiez pas ça. Il y a de fortes chances qu'ils assignent des gens pour bosser dans ces directions-là. C'était pour rebondir aussi par rapport à SPSI, parce qu'ils ont un outil qui est payant, là, Prodigy, qui te permet de labelliser. Non, donc, là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas un truc aussi end-to-end que Prodigy. Ouais. D'accord. Effectivement. Bah, merci, c'était une super présentation en tout cas. Leur force, c'est vraiment le fait qu'ils ont réussi à rallier tous les grands acteurs à jouer le jeu de mettre leur modèle disponible sur leur plateforme. Et c'est vraiment ça qui fait que ça vaut vraiment le coup de prendre quelques secondes pour faire un pip install transformer et après, en quelques lignes de code, on peut tester les tout derniers modèles. C'est vraiment, vraiment sympa. Et juste, donc, tu parlais des timings sur un CPU standard, une requête standard, ça prend combien à peu près? Ça dépend énormément de ton modèle, en fait. Les tailles de modèle varient de, on va dire, 200 mégas à 4 ou 5 gigas, enfin, même plus, T5, je ne sais même pas combien il fait. Mais, disons. J'ai pas entendu, pardon. Disons à 4 gigas, par exemple.
Bah, le 4 Go sur CPU, si je lui fais une seule requête, bah, il va quand même me mettre 2-3 secondes, je pense, pour me répondre. Il va mettre 3-4 secondes à charger. Et après, pour chaque requête, ça va être de l'ordre de quelques secondes, alors que sur une GPU, ça sera instantané. Donc, quand tu vas commencer à en faire, enfin, je dis quelques secondes, j'exagère peut-être, c'est peut-être qu'une seconde, mais nous, en gros, on faisait des milliers de requêtes et ça commençait à prendre des minutes en CPU. Et c'était pas cool, quoi. Alors qu'en GPU, ça. Paralléliser maintenant en CPU ou c'était pas possible? Alors, ils ont des trucs pour paralléliser. Personnellement, je n'ai pas joué à essayer de paralléliser sur CPU. Bon, après, tu vas gagner Ouais. 26, mais c'est déjà ça, quoi. Ouais, et puis il faut que ta pipeline, enfin, quand je dis pipeline, c'est pas les mêmes que chez eux, hein, mais que ton code, il te permette de paralléliser aussi des trucs. Quand tu as un seul texte sur lequel tu veux faire une évaluation, tu peux pas le paralléliser, ça. Oui, mais quand tu parlais d'envoyer des batchs de requêtes, ça, pour le coup, ça se parallélise bien. Et il y a une différence, même quand on fait une seule requête pour un seul texte et une seule évaluation, il y a une différence entre le faire tourner sur CPU et GPU. Parce que ton modèle, il est gros, donc ça fait quand même pas mal d'opérations matricielles et sur la GPU, ben, ça va se faire instantanément. Alors que sur ta CPU, si ton modèle il est gros, ben, ça va mouliner un peu plus. Donc même sans faire du batch, il y a quand même une différence CPU-GPU. Mais cela dit, pour faire des tests, tant que tu restes en dessous de milliers de requêtes, tu peux tout faire tourner sur ta CPU, ça va marcher quand même.